Bonjour, mon nom est Mike Sévieno et aujourd'hui, non, c'est pas Benoît, c'est moi qui vous présente la salle de montre du côté de Octobre, les incontournables en littérature française et étrangère. Il y a beaucoup de choix, alors je vais vous montrer ce qui ressortait. Il y a également beaucoup d'autres trucs qui étaient intéressants, mais bon, il fallait faire un choix. Je pense que Benoît aurait peut-être fait d'autres choix. Il aurait quand même dû faire un choix lui également. On commence avec Le cœur de 7 pas de Grégoire Bouillet aux éditions Flammarion. Une grosse brique, oui, on en est à, attendez, je vais voir ça, plus de 900 pages. On est à 905, 910 pages. C'est basé sur une histoire vraie. Un mannequin qui a fait une grève de la faim et qui s'est laissé mourir et on a retrouvé son corps 10 mois après. On suit un peu son histoire, mais pas un peu, littéralement, on suit son histoire des années 20 jusqu'à l'occupation. Ce qui a mené justement à cette décision-là de grève de faim, tout ça, c'est extrêmement complexe. Un paquet de réflexions également sur le monde politique, social, artistique de l'époque. Une grosse entrée en la matière. Alors, évidemment, une grosse lecture également, 900 pages, mais ça semble, bien sûr, vous comprendrez que je ne l'ai pas lu au complet, mais ça semble assez particulier parce qu'il y a, et là je me permets de me tourner, là, regardez, il y a des images, il y a des illustrations, avec des photos en plus. Donc, il y a un document historique dans ça. On n'est pas dans l'essai, on est vraiment dans le roman, mais ça relate un fait avec des documents qui sont insérés dans les pages pour donner pas une impression, vraiment une validité du récit, de réel, mais en même temps, il ne faut pas prendre ça comme un essai, comme une biographie, c'est un roman. C'est un peu hybride, tout ça, et ça a l'air quand même très intéressant. Pour les amateurs de bonne lecture, de grosse lecture, les patients aussi, parce qu'on s'entend pour dire que tout installer, l'histoire au début, ça peut prendre un peu de temps. Donc, Le cœur de 7 pas, Grégoire Bouillet, aux éditions Flammarion. On continue avec l'histoire de Sven. L'histoire de Sven, c'est un personnage qui décide de partir du côté du Spitzberg et puis ensuite qui se retrouve directement dans le nord et puis c'est l'exploration du nord. C'est un genre de roman avec un personnage solitaire. Il y a beaucoup de titres, en fait, certains titres que je vais vous montrer qui ressemblent un peu à du nature writing, l'écriture de la nature, le roman sur la nature, tout ça. Bien, ça ressemble beaucoup à ça, cette notion-là. Je vous lis un extrait. Le personnage qui décide de quitter. En route, il rencontra de nombreux compagnons comme un géologue excentrique, un trappeur finlandais socialiste ou un chien plus utile qu'il n'en a l'air. Donc, personnage solitaire qui rencontre plein de personnages. Alors, une panoplie de gens qui vont venir à sa rencontre ou lui va aller à leur rencontre. C'est une odyssée. Le titre le dit très bien. C'est l'odyssée de Sven. Le titre ne peut pas être plus simple, plus clair que ça et plus descriptif que ça. Alors, Nathaniel Yann Miller aux éditions Buchet-Châtel pour les gens qui aiment un peu les romans d'aventure. Vraiment, le roman d'aventure, le récit de voyage, tout ça, c'est du roman. Totalement de la fiction, mais ça ressemble beaucoup à ça. Peut intéresser quand même quelques-uns de vos lecteurs et de vos lectrices. Caleb Azuma Nelson nous présente Open Water aux éditions de Noël dans la collection de Noël. Et d'ailleurs, Open Water, c'est hyper intéressant. Nous sommes dans un Londres sombre, dans une ville de Londres où il y a beaucoup de monde, chargé, étouffant. On est dans un bar et c'est deux personnages qui se rencontrent. Deux personnages qui se rencontrent et qui s'apprivoisent et qui développent une affection, un amour très intense. Et comment se révéler à l'autre dans ce Londres très impersonnel et la position également des personnes noires dans un univers très complexe. C'est extrêmement intéressant. On parle de racisme, on parle de relations je dirais de hiérarchie sociale, c'est fort, les commentaires sont extrêmement bien à découvrir, vraiment à découvrir, très humain comme écriture. Open Water de Noël, Caleb Azuma Nelson. Rachel Cusk
qui auparavant avait publié des livres aux éditions Boréal, se retrouve chez Gallimard, La dépendance de Rachel Cusk. C'est intéressant, le ton est intéressant, c'est une romancière qui se retrouve la maison de campagne, on pourrait dire, la maison au bord de la mer, là, avec son second mari, et elle rêve, elle, d'accueillir un peintre précis et pouvoir voir avec lui, le voir travailler, l'accueillir chez lui, tout ça. Et son rêve va se réaliser, mais il va arriver accompagné d'une jeune fille beaucoup plus jeune que lui, puis ça va causer un certain problème, un certain malaise. Et là, ben, c'est un mélange justement de tous ces personnages-là qui vont devoir vivre ensemble, cohabiter ensemble. C'est intéressant. Ça nous fait penser un peu à certains films là, de retrouvailles ou ces films-là avec plusieurs personnes dans un milieu qui doivent communiquer ensemble, intervertir, tout ça. On est vraiment dans cet univers-là. Et bon, et bien sûr, hein, des fois, c'est tous les rapports humains qui ne sont pas toujours évidents, qui ne sont pas toujours clairs et bien définis. Ben, Rachel Cusk explore ça justement, ces petits travers de l'homme et de la femme dans les relations de dépendance, voilà. Puis je crois que justement le plaisir qu'elle avait de recevoir ce peintre-là, ben, va être un peu troublé justement parce que ben, quelque part c'était qu'elle le voulait un peu pour elle. Donc Rachel Cusk, La dépendance aux éditions Gallimard. Je vous présente Les vainqueurs de Roy Jacobsen aux éditions Gallimard, encore une fois. On est dans la grande saga norvégienne des années 20 jusqu'à l'occupation. On s'aperçoit dans cette grande saga-là, en deux parties, toute l'histoire de la famille, ceux qui ont été collabos, tout ça. C'est une vision un peu différente de la Norvège que l'on a pour nous, qu'on connaît peu, surtout au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a énormément de choses intéressantes dans ça. Il ne faut pas oublier que ce roman-là est sorti en 1991. Ce n'est pas un nouveau roman. Donc, il est remis sur les tablettes et on le ressort justement parce qu'il y a tout un univers dans ça extrêmement fascinant. Et pour ceux qui aiment les grandes sagas, pour ceux qui aiment les romans familiaux, pour ceux qui aiment traverser les époques et découvrir vraiment un univers, découvrir un pays et des facettes cachées également de certains pays, entre autres la Norvège, qui est quand même un peu obscur des fois pour nous à certains moments du siècle précédent, ben, je pense que vous allez prendre un grand plaisir à lire Les vainqueurs de Roy Jacobsen aux éditions Gallimard. Quand l'arbre tombe de Oriane Jancourt Gagliani, chez Grasset. Petit roman qui est assez touchant, qui raconte tout simplement l'histoire d'un patriarche sur sa terre qui s'aperçoit que les chênes, quand même assez vieux, se mettent à tomber un après l'autre à la suite d'une maladie mystérieuse, d'un mal mystérieux. Bon, c'est difficile à définir. Et cette situation un peu catastrophique pour la terre familiale, mais entraîne un rapprochement entre la fille et le père vieillissant. Et c'est peut-être l'occasion, malgré la catastrophe, justement, de créer une réunion ou une reconnexion entre les deux. Le roman, vraiment, de l'humanité familiale, du lien père-fille, c'est très, très présent. C'est bien écrit, c'est agréable. C'est peut-être là pour les lecteurs là, qui aiment justement ce côté-là ce côté-là de découverte familiale. On n'est pas dans la saga familiale, c'est vraiment beaucoup plus intime entre le père et la fille. Et bien sûr, ça fait ressortir des mémoires, des souvenirs, peut-être certaines douleurs, tout ça, mais c'est très vrai. Et il y a cette tendance-là depuis quelques temps, et surtout cette période, présentement, là, dans cette rentrée littéraire, où il y a beaucoup de romans qui parlent de la relation entre la fille et le père présent, père absent ou père disparu. Il y en a beaucoup. Il fait partie de ces romans-là qui traitent justement de la relation père-fille. Quand l'arbre tombe, et je vais bien le mentionner, Oriane Jancourt Gagliani chez Grasset. Le salon d'Oscar Lalo, on est chez Plomb.
c'est un peu plus fantaisiste. Là, on tombe un peu plus dans la littérature, je disais. C'est très bien écrit, c'est agréable, mais un peu plus léger. Histoire d'un homme qui se promène dans la rue, puis il voit des bacs avec des romans à 1 franc, 1 euro, pardon, à 1 euro. Et il décide d'en prendre un, puis c'est un Flaubert. Il décide de le ramasser, tout simplement. Un peu plus tard, il se retrouve dans un salon de coiffure, et bon, la situation fait qu'il y a une erreur qui se crée, et puis la fameuse petite coupe de cheveux qu'il voulait avoir, ben, ça lui coûte les yeux de la tête, c'est quoi de le dire. Donc, comme il ne peut plus vraiment s'arracher les cheveux parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tout ça, ben, il va devoir compenser, il n'a pas les moyens de payer, il va devoir compenser, puis la seule chose qu'il offre justement au coiffeur, ben, c'est de créer un cercle de lecture dans son salon de coiffure, justement, pour payer en échange, là, pour payer la coupe de cheveux. Et devinez, ben, sur quoi il va commencer? Ben, le fameux livre de Flaubert qu'il va avoir acheté. Puis il va se remettre à la recherche de ce fameux libraire-là ambulant pour avoir de l'information, justement, sur le fameux livre. Sympathique, c'est une réflexion, justement, sur la littérature, sur l'écriture. Il y a plein de choses dans ça. C'est pas du tout prétentieux comme écriture, agréable pour ceux et celles qui aiment les lectures un peu plus, je dirais, plus légères ou avec des petits tons un peu plus humoristiques. Le Salon Oscar Lalo aux éditions Plomb. Je suis Jésus de Giosuè Calacciura aux éditions Notabella, pardon. Littéralement, l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de Jésus, mais qui raconte. C'est vraiment comme s'il faisait son autobiographie, où il faisait le récit de sa vie, et juste vous donner un peu le ton, et ça va vraiment vous dire un peu où on s'en va. Le début, je suis né à Bethléem il y a 30 ans. Ma mère, quand j'étais enfant, racontait la nuit légendaire de mon épiphanie pour me rendre supportable les longs voyages à dos d'ânesse, lorsqu'elle n'avait pas d'autres merveilles à m'indiquer dans l'horizon du désert. Donc, vous voyez vraiment le style, c'est l'histoire de Jésus vue par lui-même, vraiment. Et là, il y a vraiment tous les personnages qui vont être rencontrés et ça se termine et je vais vous lire un peu. Ma mère a déjà préparé quelques vêtements de rechange, un peu de nourriture dérobée à sa propre faim et de l'eau à peine recueillie pour le voyage. Juste avant, mon cousin Jean a besoin de moi, Judas est pressé. Alors, voyez, les personnages sont là. Pour ceux qui aiment les histoires revisitées, pour ceux qui aiment les romans ou les récits historiques qui sont déjà bien établis, avec une touche différente, avec un regard, un angle complètement différent, ben, je suis Jésus chez Notabilia de Giosuè Calacciura. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent. Beau titre pour un beau roman de Maria Larrea aux éditions Grasset. Plusieurs personnages, ce genre de roman avec un paquet de multiples départs, je dirais. Alors, beaucoup de débuts de romans avec beaucoup de personnages qui vont finir par se retrouver, se croiser, et ensuite, à ce moment-là, ben, des chemins enchevêtrés, des chemins, des destins croisés, et là, qui vont nous révéler plein de choses différentes. Là, pour ici, je vous lis vraiment un petit descriptif à la fin. Étourdissant de style, d'énergie, de vie, ce premier roman mené tambour battant nous embarque instantanément. Avec maestria, Maria Larrea y recompose pièce à pièce le visage de sa famille et le puzzle de sa mémoire. On court et rit et pleure ensemble. Une écrivaine est née. Il y a beaucoup de choses dans ça. On se retrouve à Bilbao, mais on passe du Pays Basque, on est en Galicie, tout ça. On parcourt l'Espagne vraiment, et là, on sent vraiment qu'on est dans le roman, mais que toute la trace familiale, toute l'histoire familiale qui est là. Elle fait un tableau très impressionniste, justement, de sa vie, et elle réinvente des choses, mais c'est vif, c'est nerveux, c'est agréable. Pour les gens qui aiment découvrir, une primo-romancière, là, pour les gens qui aiment faire un petit peu plus de recherche, puis découvrir des nouveaux noms, on verra si une écrivaine est née, mais il semble y avoir un beau départ pour les gens de Bilbao, naissent là où ils veulent, les éditions Grasset, Maria Larrea. On l'attendait, vous l'attendiez, tout le monde l'attendait. Il est arrivé maintenant, le fameux Cher connard de Virginie Despentes. Pas besoin de présenter Virginie Despentes, cette autrice féministe qui nous a offert un paquet de romans intéressants, stimulants, déstabilisants. Ce n'est que les jolies filles ou, bien sûr, Baise-moi. Avec Cher connard, on a toujours le même ton, le même univers. Bien sûr, ici, on est dans le cas de tout ce qui est dans la succession de MeToo. Bon, bien sûr, il y a ce personnage-là qui fait de l'abus et de l'exploitation. Donc, c'est le même ton.
un peu fantaisiste, très pamphlétaire de Virginie Despentes, qui revendique plein de choses, qui s'oppose justement aux agressions, à l'exploitation, au harcèlement. Le sujet est là. Le sujet a été largement traité souvent, mais toujours différemment, mais là, dans la mire, je dirais, dans le regard, dans le prisme de Virginie Despentes, mais ça donne un texte cinglant, un texte qui est, oui, par moments cynique, mais qui est très, très réaliste en même temps. Cher connard de Virginie Despentes, encore aux éditions Grasset. Stardust, bon, finalement, Grasset a fait beaucoup de sorties pour ce mois-ci, donc voilà, on parle de ce qui sort et de ce qui est intéressant. De Leonora Miano, Stardust, ben, c'est son histoire qu'elle raconte. Encore une fois, on est dans le roman, on est dans l'autobiographie, l'autofiction, bon, ça peut varier un peu. Elle raconte surtout, écrit il y a plus de 20 ans. Ce roman relate la période au cours de laquelle Leonora Miano, jeune mère de 23 ans, sans domicile ni titre de séjour, fut accueillie avec sa fille dans un centre de réinsertion et d'hébergement d'urgence du 19e arrondissement de Paris. C'est en fréquentant la rudesse de ses marges qu'elle a le plus intimement connu la France. Donc, on plonge littéralement dans cette jeunesse-là, dans cette situation de pauvreté, perdue, dans une situation de précarité, avec une écriture, bien sûr, et bien souvent, les sujets qui peuvent paraître simples ou particuliers, ou peut-être des fois largement traité selon l'écriture, selon la générosité du texte, ben, ça prend une dimension complètement autre chose. Je pense que c'est ça ici, avec Leonora Miano, avec une écriture très distincte, mais vraiment unique, ben, elle nous présente justement une facette de sa vie qui n'était pas très connue et qu'elle nous révèle à travers ce roman-là, Stardust, aux éditions Grasset. On voit ici celle qui nous avait offert. Certaines n'avaient pas vu la mer. Alors, Julie Otsuka revient avec la ligne de nage. On est dans un univers aquatique, ou du moins on est dans une piscine. Piscine intérieure où plusieurs amateurs de nage se retrouvent. Un genre de cercle, de cercle social de natation qui est là, avec des gens qui se rencontrent, qui se côtoient, qui utilisent justement la nage comme un prétexte social à quelque part. Et soudainement, une journée, il y a une petite craque qui apparaît au fond de la piscine. Et cette petite craque-là, ben, c'est comme si c'était le vernis justement des relations qui vient de se craquer, qui vient de se fendre. Une petite fissure qui se crée justement autant dans la piscine que dans le groupe. Et là, ben, nécessairement, ça va devenir un peu obsessionnel ou même du moins complètement complexe pour les relations entre les personnes. Vraiment, il y a une façon là, de traiter à partir d'un petit détail qui semble insignifiant à la base et comment ce petit détail-là représente plein d'autres choses. C'est le petit aspect qui cache, qui dissimule tout le malaise, toutes les je dirais les contraintes dans ce groupe-là. La ligne de nage, roman de Julie Otsuka aux éditions Gallimard. Un chien à table différent également, encore une fois pour ceux qui peut-être aiment un peu plus la littérature avec d'humour légère, je ne sais pas si ça peut être ça, mais en fait, c'est tout simplement l'histoire de l'autrice, ou du moins de la narratrice qui croise un chien et qui ramène le chien à la maison, et le chien devient un personnage en soi. Il prend tellement d'espace, il est tellement important, il est tellement particulier que ben il va occuper la vie et le roman, justement. Son éruption va transformer la vieillesse du monde, celle d'un couple, celle d'une femme, en ode à la vie, nous montrant qu'un autre chemin est possible. C'est vraiment comment ce petit animal-là, ce petit chien-là, va venir changer complètement la vie, la façon de voir les choses agréable comme sujet. Ça peut être également intéressant de voir que certaines personnes, des fois, ont des béquilles et que la béquille, dans ce cas-ci, c'était pas le chien, mais au contraire, le chien qui arrive, justement,
permet de libérer les gens de leurs contraintes, de leurs pièges, de leurs liens et amène une façon de voir différente et peut-être dans ce cas-là beaucoup plus agréable. Un chien à la table aux éditions Grasset de Claudie Hunzinger. La nuit des pères, on parlait justement de relations père-fille. Ben ici, avec Gaël Josse, on a également cette relation-là avec le père, difficile, une relation tendue entre les enfants et le lien paternel, tout ça. Gaël Josse a une façon de parler de trucs très lourds, très difficiles, mais avec un ton très doux, avec une douceur qui ne cache pas également une certaine violence dans les propos, dans les mots, dans les phrases, pour mettre en évidence ce qui est dit, ce qui est présenté. La nuit des pères, on est toujours aux éditions Notabilia ici. Gaël Josse, vraiment là, une belle réunion entre frères et sœurs et qui permet de révéler des fois certains aspects du passé qui sont douloureux et quasiment nécessaires à mettre en lumière. Voilà. Il y a également, bien sûr, L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Elle nous avait offert Betty, son premier roman qui avait, bien sûr, impressionné tellement de lecteurs. Ici, on se retrouve avec quelque chose un peu particulier. On est à la limite du fantastique, là. On est à la limite là, de la fantaisie, tout ça. On ne le classe pas de ce côté-là, mais ça aurait pu par moment. Il s'est passé des choses, la lutte entre le bien et le mal, et puis un procureur de la place va dire que j'invite le diable à se présenter. Puis finalement, le diable semble se présenter avec tout ce qui s'ensuit, avec des problèmes dans le village et avec bien sûr un incendie qui se déclare. On est toujours, comme je le dis, à la limite du réel, de l'irréel. On est dans le fantastique un peu. Il y a plein d'éléments qui surviennent, mais c'est toujours avec une certaine forme d'écriture très flamboyante, pour ne pas faire de jeu de mots avec le feu, qui est dans ça. Et bien sûr, un type d'écriture très personnel. On reconnaît l'autrice, on reconnaît son style, on reconnaît sa signature. Et bien sûr, c'est très fantastique. Elle a un imaginaire très, très chargé, très touffu, qui devrait plaire beaucoup à ceux qui ont aimé Betty. Alors, L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Et je termine avec l'OVNI, avec le titre particulier, Jouissance. Ali Zamir aux éditions Le Tripode. C'est particulier, c'est un livre qui s'adresse lui-même par l'écriture. C'est le livre qui se définit, qui s'écrit au fur et à mesure de ses rencontres avec les lecteurs, avec les lectrices, où on parle justement du plaisir. Cette notion-là de jouissance, elle est là, c'est plaisir. Et faut que je vous lise le quatrième de couverture parce que c'est trop complexe. C'est l'histoire d'un livre qui se raconte. C'est l'histoire d'un livre qui n'a pas de chance. C'est l'histoire d'un livre témoin d'un coït en bibliothèque, complice d'une arnaque sur un millionnaire, confesseur malgré lui d'un fait divers, digne du nouveau détective, victime collatérale d'un remake improbable de Shining. Jeté de poubelle en poubelle, Jouissance est en somme un roman qui a le don des rencontres inattendues et des situations catastrophiques. Vous voyez le genre? Les lecteurs sont directement impliqués. Ils sont la cause et l'effet justement de ce livre-là qui se raconte et ne cesse de se raconter et de se reformuler selon les lecteurs qui se présentent à lui. C'est un ovni, c'est un roman très particulier, un ton, une écriture qu'on voit rarement, avec un genre de laisser-aller, mais en même temps, c'est extrêmement travaillé. On est dans la curiosité. Ça pourrait satisfaire certains lecteurs, certaines lectrices. Jouissance à lire Zami aux éditions Le Tripode. Il y en avait beaucoup. On est passé à travers ça. Mon nom est Mike Seviano. Je suis libraire responsable à la librairie Monet. Dans la section adulte, je vous ai présenté les incontournables du mois d'octobre, pour la section roman étranger et français. Et pour le prochain mois, vous allez retrouver Benoît. Bonne lecture. Bonjour, mon nom est Stéphanie, je suis libraire à la librairie Monet et aujourd'hui, je vous présente les nouveautés en littérature québécoise pour la salle de monde du mois d'octobre. Donc, je vais commencer avec les titres attendus, des gros noms qui sortent en octobre. Le premier étant le livre de Sophie Bienvenue, J'étais un héros, publié au Cheval Doux.
Donc, on la connaît bien, Sophie Bienvenue. Elle a publié avant Chercher Sam, qui a connu un grand succès. Dans ce roman-ci, elle poursuit un peu sa lancée qu'elle avait commencé avec Chercher Sam, en nous présentant un personnage qui s'appelle Yvan. Elle était un peu inspirée de l'histoire avec son propre père pour écrire ce livre-là. Yvan est un père alcoolique qui a rompu les liens avec sa fille depuis quelques années. Et une bonne journée, il se rend à l'hôpital parce qu'après avoir vécu un malaise, ressenti un malaise, il se rend à l'hôpital et le médecin lui dit « Si vous continuez comme ça, il vous en reste plus long à vivre. » Donc, Yvan est confronté à faire un choix, soit de continuer à boire, puis c'est ça, ou soit d'essayer de se prendre en main, puis de peut-être même recontacter sa fille, puis essayer de réparer ce qui s'est brisé. Donc, ce qui est intéressant avec le roman, c'est que justement, l'autrice a voulu nous montrer les deux versions possibles. Donc, à savoir les deux choix possibles d'Yvan. Yvan est un personnage dont on s'attache malgré tout, malgré ses décisions parfois qu'on remet peut-être en question. Il habite avec une coloc qui s'appelle Mich et qui a de la difficulté à supporter. Le seul, je pourrais dire, la seule personne, si on veut, avec laquelle il s'entend super bien, c'est son chat. Donc, c'est pour ça qu'il y a un chat en couverture. Ça nous rappelle un peu le chien dans Chercher Sam. Alors, il va vraiment trouver un réconfort avec son chat. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler plus longuement parce que de toute façon, c'est vraiment un incontournable. Là, je pense que c'est assez évident de la rentrée. Je continue dans les incontournables avec le dernier livre de Kevin Lambert, Que notre joie demeure. Donc, on le connaît aussi, Kevin Lambert, il a écrit Querelle de Roberval juste avant, qui a été aussi beaucoup acclamé par la critique. Par contre, l'auteur tient à mentionner que c'est un roman qui se distingue vraiment des deux précédents. Si on pense retrouver le ton des deux précédents, c'est vraiment, on est ailleurs. On se transporte dans le milieu de l'architecture. On suit un personnage qui s'appelle Céline, qui est une femme qui a bâti une forte réputation dans le monde de l'architecture. C'est une femme qui est très riche. On se transporte vraiment dans l'univers des gens super riches. Puis c'est ça qui est intéressant avec ce roman-là ici, c'est qu'habituellement, Kevin Lambert donne la parole aux gens moins nantis, mais cette fois-ci, il a vraiment voulu aller regarder le point de vue des gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont beaucoup d'argent. Donc, je trouve ça intéressant. Et donc, Céline, notre architecte super riche, va lancer un projet qui va faire scandale. Elle va lancer un projet qui aurait comme conséquence la gentrification de parcs extension. Et donc, on va la suivre dans cette espèce de longue chute qu'elle va subir. On va même peut-être réussir à avoir de l'empathie pour elle, malgré ses décisions qui sont pas toujours éthiques. Donc voilà, je trouvais ça vraiment intéressant comme thème. Les 100 premières pages nous rappellent beaucoup le cycle de Soif de Marie-Claire Blais, et c'est voulu. Il mentionne lui-même que c'est son inspiration première. Donc il n'y a pas beaucoup de ponctuation, c'est vraiment un très long souffle. Mais quand on passe les 100 premières pages, là, on va dans un rythme là, un petit peu plus, qui respire un peu mieux. Mais voilà, donc même dans la forme, là, il y a un jeu, une différence avec ses précédents romans. Donc je pense que c'est vraiment un titre qui va... il est déjà assez acclamé par la critique jusqu'à présent. Je pense que ça va être un beau titre à surveiller pour la rentrée. Un autre roman, cette fois-ci d'une autrice qui a déjà écrit un roman auparavant, Parenthèse suisse. On parle de Jules Clara aux éditions La Mèche, Van Westmont, qui est son deuxième roman, donc. Je trouvais que c'était intriguant, ce roman-là. Déjà, la couverture est super invitante. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme dans la vingtaine qui est tannée d'accumuler les emplois étudiants. Elle travaille dans un marché de Noël, puis elle est un peu tannée là, d'être au service d'un employeur. Elle n'en voit pas vraiment les bénéfices au final. Et donc, elle se voit offrir un travail chez une famille, encore une fois, ultra riche, une famille de Russes qui sont les Van Westmont, et pour lesquels elle va devenir en fait la tutrice de leurs enfants. Donc, elle va passer beaucoup de temps avec eux, puis ils sont super intéressants parce que ils sont éco-activistes.
donc vraiment beaucoup de leur époque. Alors, elle va avoir des discussions avec eux quand même assez intéressantes. Et puis, elle va beaucoup elle-même se questionner sur sa place dans le marché du travail, notre place en tant qu'employé, à quel point on est dans une position de soumission. Donc, elle va beaucoup faire une critique sociale du travail, entre autres. Mais toujours avec un petit ton un peu narquois, là, donc beaucoup de sarcasme. Puis, donc voilà, je le trouvais rafraîchissant. J'avais envie de vous le présenter. Je pense que ça pourrait quand même assez plaire là, à toutes les générations, là, mais c'est certain qu'il y a des thèmes qui reviennent, qui vont toucher les jeunes particulièrement. Ensuite, premier roman de Mélissa Lavergne, L'Iroko, chez Québec Amérique. Mélissa Lavergne, on la connaît comme percussionniste, surtout pour l'émission Belle et Bomme. Elle a décidé d'écrire un roman que je trouve quand même intéressant. Elle s'est beaucoup inspirée de sa propre vie, mais ça ne demeure pas moins que c'est pas une autofiction, là. Parce que elle a déjà fait un stage musical en Guinée pour aller justement là, apprendre en profondeur les percussions. Puis elle a voulu mettre en scène un personnage qui fait la même chose, donc qui se rend en Guinée, qui est un pays où l'art, la culture, la musique a beaucoup de place dans les rues. Il y a toujours de la musique dans les rues, il y a toujours un côté festif. Et c'est bien représenté dans son roman. Donc, le personnage est une femme qui se rend là-bas et qui est confrontée à un monde très masculin. Donc, elle va beaucoup remettre en question sa place de femme dans le monde des percussions. Je trouve que c'est un sujet quand même intéressant et très original. Puis, on sent vraiment la musique tout le long. Chaque début de chapitre commence par un titre qui est en fait le nom d'un rythme. Puis ça va donner le ton vraiment au chapitre, là. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment une petite plaquette intéressante pour cette rentrée. Autre titre chez Québec Amérique, Prendre son souffle de Geneviève Janel. C'est une autrice qu'on a connue il y a plusieurs années. Elle a pas écrit depuis 2014, donc ça fait quand même un petit moment. Mais elle revient en force avec un roman quand même assez inattendu. En fait, moi, quand je l'ai commencé, je pensais vraiment que c'était de la chick-lit. Je m'attendais vraiment à me lancer dans un roman de chick-lit parce que ça commence directement avec l'histoire d'une femme qui part le matin pour aller travailler avec son café à la main. Elle se fait un peu renverser par un cycliste. Puis là, elle renverse son café sur elle. Donc là, finalement, elle se tourne vers le cycliste et paf, coup de foudre, c'est l'amour fou au premier regard. Donc, vous voyez un peu le cliché. Donc là, au début, c'est ça, c'est leur premier mois ensemble et tout. Mais là, bien vite arrive une espèce de mystère parce que il s'exprime pas beaucoup sur sa famille. Il veut pas la présenter à ses parents, là, particulièrement, ses amis, oui, mais pas ses parents. Donc, elle se demande, OK, est-ce qu'il y a un squelette dans le placard qui va sortir éventuellement? Oui, il y a un squelette dans le placard, mais c'est pas ce qu'on pense. On pense que, probablement, c'est une famille un peu dysfonctionnelle. Finalement, elle rencontre les parents en question. Ils sont pas du tout dysfonctionnels, ils sont super gentils et tout. Mais là, elle se fait présenter la sœur, donc, de son copain, et elle voit qu'elle est en fauteuil roulant et qu'elle perd beaucoup elle a pas l'air d'avoir une très, très bonne motricité langagière et tout. Donc là, finalement, elle lui dit, OK, est-ce que c'était ça, tu sais, le mystère? Puis finalement, il lui avoue qu'il est atteint lui-même de la maladie de l'ataxie de Friedreich, qui est une maladie dégénérative et qui lui donnerait environ une espérance de vie d'environ 40 ans. Donc, finalement, on se rend compte que c'est pas du tout de la chick-lit. Elle va être placée devant un choix. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant, tu sais, de dire, est-ce que je continue avec quelqu'un en sachant très bien que ça se peut qu'il meure jeune, puis que je dois affronter avec lui la maladie, ou je m'enfuis tout de suite quand je peux. Donc c'est un roman dans lequel on va prendre son souffle tout le long, mais qu'on va quand même avoir la chance d'expirer finalement. C'est une toute petite plaquette. Je pense que c'est quand même un sujet super intéressant, alors je vous le recommande. Autre grande autrice attendue de cette rentrée, c'est Fanny Demel avec Je suis celle qui veut sauver sa peau. Cette fois-ci, elle s'est lancée dans la nouvelle, alors elle propose 15 nouvelles. 15 nouvelles dérangeantes. Fanny Demel, on la connaît pour ses ambiances un peu mystérieuses, lugubres, des personnages marginaux. Et elle va rester fidèle à elle-même en nous présentant ces nouvelles-là.
Donc, ce sont des personnages marginaux qui sont présentés, beaucoup de personnages féminins. Fanny Demel a toujours le souci de mettre la femme de l'avant. Voilà, c'est ça. C'est arrivé là, il y a 2 jours, donc je vais pas vous mentir, là, j'ai pas eu le temps de le lire encore, mais elle est venue chez nous en lancement hier, puis ça a été vraiment quand même une belle soirée. Donc j'ai très hâte de plonger dedans. Je sais qu'il y a des punchs quand même. Fanny Demel habituellement ose dans ses romans et dans ses livres, donc voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il n'y a pas encore de presse qui est sortie, mais c'est certain que je vais m'y plonger bientôt. Autre petit livre de la rentrée que je trouve intéressant, ça s'appelle Stress pas Minou, un collectif sur l'anxiété dirigé par Joanie Pietracoupa, j'espère que je le prononce bien. Donc il y a plein d'autrices là qui participent et je pense qu'il y a juste des femmes aussi en fait. Donc Catherine Etier, vous avez Florence K, Gabrielle Bouliane-Tremblay, donc une panoplie d'autrices qu'on connaît, qu'on aime, qui viennent nous parler de leur expérience avec l'anxiété. Des fois, on va avoir de la fiction, donc qui m'enseigne des personnages avec la prise d'anxiété. Des fois, ça va être carrément leur histoire personnelle. Catherine Etier, elle, lui est allée vraiment avec plein d'humour en parlant d'un moment que, des fois, quand elle va au parc à chiens, à quel point les gens se donne le droit de flatter son chien comme si de rien n'était, sans demander la permission finalement, comme si c'était une propriété publique. Puis à quel point ça la rongeait d'anxiété. Donc vraiment, des fois, ça va être des petites parcelles de vie qu'on va raconter dans ce collectif-là qui fait que c'est plein d'humour, c'est plein d'authenticité, on n'est pas dans la grosse lourdeur. Puis je pense qu'il y a bien des gens qui vont se reconnaître à l'intérieur de ça. Donc voilà, je pouvais pas passer sous silence. Un autre que je peux pas passer sous silence, c'est Sauf quand je suis un aréna de Frédéric Marseille, un premier roman aux éditions de Tabert, une maison que moi j'affectionne particulièrement. C'est super original, je trouve, comme roman. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de le lire, c'est arrivé il y a pas longtemps. C'est l'histoire de, en fait, le personnage, même le nom m'échappe, mais c'est pas grave. Donc la narratrice de l'histoire possède un aréna. Elle est entrepreneur, puis c'est un petit clin d'œil à l'autrice parce qu'elle-même est entrepreneur. Elle a un centre d'escalade en Estrie. Puis elle a fait du patinage artistique pendant des années. Donc je pense que c'était important pour elle de parler un peu de cet univers-là, mais sans non plus tomber dans l'autofiction. Donc dans ce roman-là, on suit la narratrice qui, justement, entre 2 pratiques de spectacle de patinage artistique, va avoir des pensées qui vont rouler à 100 000 à l'heure. Elle va se demander, elle qui voulait avoir des enfants avant 30 ans, elle va se demander si elle va essayer de comprendre mieux ce sentiment d'échec qui l'habite. Ensuite, mais il y a beaucoup d'humour, là. On est vraiment dans un ton très oral, comme avec les autres romans là, de la maison. Puis voilà, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Moi, personnellement, je viens d'un petit village, donc oui, il y avait un aréna, puis je me rappelle des bons souvenirs. Tu sais, juste la sensation de froid, de la glace, l'odeur, la petite cantine dans l'aréna. Tu sais, c'est vraiment, il y a plein de ces détails-là dans ce roman-là, fait que ça nous fait sourire à plusieurs moments. Puis donc voilà, je l'attendais avec impatience et je vous le présente, là, c'est certain que je vous le conseille. Il y avait beaucoup de romans quand même qui sont sortis, mais j'ai dû faire un choix parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais il y en a encore à venir. Par contre, je pouvais pas passer sous silence le Marianne Brisebois, Quelques solitudes. Dans celui-là, on est vraiment dans la chiclite. C'est l'histoire d'un couple qui sont ensemble depuis le secondaire et ils ont maintenant 26 ans. Puis la narratrice commence à sentir un poids sur ses épaules par rapport à ça. Elle n'a pas vécu beaucoup d'autres choses. Donc là, elle va commencer à se remettre en question. Son copain va le sentir. Et il va arriver un événement qui va tout briser. Elle va être infidèle et il va la prendre. Et donc, lui et tous ses amis vont un peu la rejeter de leur vie. Et elle va se retrouver un peu à être rejetée de tout le monde, à devoir déménager et trouver un appartement. Elle va aller vivre donc dans un appartement à Laval avec un colocataire qu'elle connaissait pas. Et il va développer une relation particulière entre les deux. Lui est un peu renfermé, il a lui-même ses propres fantômes là, qui l'habitent. Il souffre d'anorexie, puis c'est quand même rare qu'on en parle là, d'un point de vue masculin. Donc ils vont développer vraiment une belle amitié au courant du temps.
Puis, je peux pas vous en dire plus si jamais vous lisez, là, je vais pas vous gâcher la surprise, mais ça reste quand même de la chick lit. Donc, on devine là, quand même la suite des événements. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un genre de roman qui peut plaire là, aux jeunes adultes, aux adultes et même aux plus vieux. Donc voilà, je vous le conseille. Alors c'est ce qui met fin à ma capsule pour la littérature québécoise du mois d'octobre. On se dit au mois prochain. Bonjour, mon nom est Maxime Viano et je vous présente les incontournables pour le mois d'octobre dans la section littérature policière polar. Pas beaucoup de choix encore qui sont sortis, pas beaucoup de choses, certains titres intéressants. On attend un peu le prochain mois pour avoir un petit peu plus de matériel, j'imagine, du côté des éditeurs, mais il y a des trucs intéressants à vous montrer, en commençant par le nouveau Stephen King, Billy Summers, chez Albin Michel. Oui, vous allez me dire, bon, Stephen King, est-ce que tu t'es trompé de section? C'est peut-être de l'autre côté. Non, effectivement, c'est un roman policier et un gros roman noir. Donc, il s'est aventuré. Il y avait déjà un petit peu traficoté dans cette section-là, Stephen King. Mais là, ici, c'est vraiment un gros roman noir avec un paquet de références également à la littérature du roman noir. Beaucoup de références également à sa littérature. Donc, il y a des choses hyper intéressantes. Ça semble vraiment, vraiment solide. Les critiques sont très fortes où on dit vraiment que c'est un excellent Stephen King. Un personnage qui est un tueur à gages et qui est allé de faire uniquement de liquider des salauds, comme il mentionne, et décide de faire son ultime vraiment mise à mort, hein, sa dernière mission. Et puis là, ben, à ce moment-là, il y a un paquet de choses qui interviennent. On est dans le road trip, on est dans le thriller, on est dans l'Amérique profonde. On a tous les ingrédients qui composent le roman noir où il y a du Raymond Chandler dans ça. On retrouve vraiment cette inspiration-là. Puis en même temps, on a tout ce qui compose, bien sûr, la littérature de Stephen King. Cette influence-là, avec, à la limite, on pourrait dire un peu des fois de fantastique, mais même pas. Mais tout ce qui est le solide, tout ce qui est la peur, tout ce qui est l'angoisse, tout ce qui motive l'écriture de King, ben c'est là. C'est assez intéressant, ce mix, justement, entre les dédales très profonds de la pensée de Stephen King et de ses personnages et toutes les allusions, tout le travail justement qui ressemble et qui est littéralement du roman noir. Stephen King, Billy Summers, on est chez Albin Michel. Les deux morts de Charity Quinn de Katharina Autet qui en est à son second roman. C'est vraiment intéressant. C'est un thriller psychologique extrêmement bien écrit. Elle semble vraiment... On est en passant chez Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Elle semble vraiment s'aligner, cette autrice-là, après, avec ce second roman, du côté de cette notion-là, du thriller, du suspense, vraiment qui joue beaucoup sur la psychologie. Même au-delà de ça, je dirais sur la dualité, parce que ici déjà, les deux morts de Charity Quinn, c'est là, mais en fait, c'est une histoire d'une... On est dans une quartier UP, on est à Washington. Il y a une avocate de renom connue dans la cinquantaine et qui a un accident. Elle est dévisagée par un miroir et on soupçonne que le miroir était trafiqué. Donc, c'est pas un simple accident, ce serait quelque part une attaque. Ce serait à ce moment-là vraiment une tentative de meurtre, même à la limite. Et là, ben, à ce moment-là, ben, elle va devoir un peu enquêter par elle-même. Il va y avoir à ce moment-là toute une recherche de qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi. Et là, c'est intéressant, dans cette enquête menée par deux détectives débutants, une seule certitude, le bien comme le mal sont une question de point de vue. Le duo d'enquêteurs, hommes et femmes, est extrêmement agréable ici parce que c'est des débutants. Donc, on n'a pas à ce moment-là le vieil inspecteur ou les vieux détectives qui connaissent tout, qui ont tout vu, blasé, tout ça. C'est complètement autre chose. C'est de la nouveauté à ce niveau-là. C'est extrêmement intéressant. Le rapport, je m'en allais dire le mot dualité, mais c'est même pas ça. La complicité justement entre les deux enquêteurs, l'enquêteur et l'enquêtrice, cette notion d'égalité entre les deux, et bien sûr toujours pour venir servir
Celle qui a des trucs à dire, parce qu'en fait, pourquoi on veut s'attaquer à elle et qu'est-ce qui motive tout ça, ce sera aux enquêteurs de le trouver. C'est extrêmement agréable, c'est bien écrit, un beau souffle, un beau rythme pour les gens qui aiment la littérature policière, avec beaucoup de psychologie, mais certaines personnes, des fois, quand il y a trop de psychologie, des fois, ça peut être un petit peu lourd, hein, ça peut être un peu lent. Avec Katrina Audet, il y a cette matière psychologique qui est là, mais en même temps un beau rythme dans l'écriture. Les deux morts de Charité Quinn chez Robert Laffont. Katrina Audet. Fuir ses morts, c'est un vétéran d'Irak, un détective privé qui tombe une inscription dans les toilettes et ça dit littéralement « Il va me tuer et je crois que je le veux ». À partir de ce moment-là, il va faire un paquet d'enquêtes, il va essayer de trouver un peu c'est quoi. C'est sombre, on est vraiment dans le noir, on est vraiment dans le tordu. C'est extrêmement bien mené et on a vraiment le recours aux policiers, qui n'est pas toujours nécessairement idéal pour un détective privé parce qu'il ne veut pas non plus qu'on se mêle de ses enquêtes, tout ça. Donc, ce conflit, justement, je dirais, d'identité, ce conflit de collaboration, et comme dans tous les romans noirs, bien sûr, on va chercher tout ce qui est les notions du passé, les éléments liés aux souvenirs, aux bêtes noires, aux éléments cachés, aux aspects dissimulés, tout ça. Fuir ses morts, c'est peut-être également toutes les morts intérieures que le personnage lui-même cherche à fuir, en essayant de faire la lumière sur cette fameuse phrase, je le rappelle, « Il va me tuer et je crois que je le veux ». Mike Knowles, Fuir ses morts chez Calman Levy, collection noire. Un nouveau Nesbeu qui apparaît, de la jalousie, toujours chez Gallimard. Et particulier ici, chez Nesbeu, on a des nouvelles. Alors, il nous offre des nouvelles et toutes les nouvelles sont autour d'un sujet, vous avez deviné, de la jalousie. Donc, l'exercice de style est intéressant parce qu'on a quand même chez Nesbeu des romans qui sont assez bien chargés, bien détaillés, bien définis, avec beaucoup d'explications, beaucoup de descriptions. Nesbeu prend le temps dans ses romans de décrire les choses et souvent il va en profondeur et ces longues descriptions-là permettent à ce moment-là à ses lecteurs, ses lectrices de bien saisir et parfois c'est extrêmement graphique. Là, c'est un peu différent. Il est un peu plus, je dirais, dans la suggestion. En fait, l'exercice de style d'écrire des nouvelles, pour lui, le contraint un peu à être un peu plus efficace, plus rapidement, plus concis. Et ça donne des résultats extrêmement intéressants. Vraiment, on a l'impression de passer on passe à différents sujets, différents univers. Il y a 7 nouvelles, là où on a plein de trucs différents, mais avec cette concision-là, c'est vraiment agréable cette lecture-là. Je vous dirais que c'est déstabilisant par contre, parce que lorsqu'on lit cet auteur-là, on se met déjà dans une ambiance, dans une préparation d'un long récit avec beaucoup de sujets, tout ça, puis ça arrive rapidement, puisqu'on est dans les nouvelles. Donc, il y a des aspects, malgré tout, hyper intéressants. De la jalousie de Joe Nesbeu, on est chez Gallimard. Dernier vol, premier roman. Le dernier vol pour Julie Clark, c'est un premier roman. Ici, on indique un scénario digne d'un Hitchcock. Ça peut valoir ce que ça vaut, ces comparaisons-là, mais ce qui est intéressant, c'est surtout que c'est la matière de base. Une femme qui veut quitter un mari violent et qui participe à son propre enlèvement, ou du moins sa propre disparition. Elle s'enfuit. Elle organise sa fuite. Les effets du hasard vont faire qu'elle va croiser une dame et puis une femme, puis ils vont échanger leurs billets. Le X, c'est qu'en échangeant leurs billets, ils échangent leur vol, puis le vol de l'autre va sombrer. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on veut changer d'identité, mais qu'on se retrouve vraiment avec une nouvelle identité parce qu'on n'existe plus? Parce que personne ne sait qu'il y a eu un échange d'identité, un échange de billets, on est censé d'être mort, mais on est encore là, sous un autre nom, avec une autre identité. Donc, toute cette notion-là est soulevée à l'intérieur de ça.
et elle est l'autre. Donc, il faut essayer de montrer, prouver qu'on est l'autre. Comment emprunter l'identité de quelqu'un d'autre quand nous-mêmes, on sait qu'on est censé être mort, mais qu'on ne l'est pas. Le dernier vol, Julie Clark, c'est quand même intéressant. Et on est aux éditions L'Archipel. Voilà. Les trois épouses de Blake Nelson, de Kate Quinn, aux éditions Presse de la Cité. Ça, on est de ce côté-ci, on est peut-être là pour nos amateurs d'émotions fortes. On s'entend pour dire que les trois épouses de Blake Nelson est mort et on a les trois épouses qui vont intervenir pour, bien sûr, raconter chacune leur version de ce qui s'est passé, tout ça. On est dans le pays mormon, on est dans l'univers des Mormons. Ce sont trois épouses, bien sûr, qui sont complètement différentes, avec des versions complètement différentes, avec des attitudes et vraiment des personnalités, mais vraiment différentes. Et il y a un rythme qui est dans ça où, et c'est là que je disais vraiment pour les lecteurs d'émotions amateurs et amatrices d'émotions fortes, c'est très descriptif. On passe par beaucoup de choses au niveau visuel, au niveau agression, tout ça. Donc, il faut faut se préparer à une lecture sérieuse, quelque chose de... Il y a du lourd, là. On a vraiment du lourd. Le roman lourd, le roman vraiment très graphique, là, il est là ce mois-ci. Donc, Kate Quinn, Les trois épouses de Blake Nelson, aux éditions Presse de la Cité. Et finalement, il y a un peu de romans québécois qui sortent peut-être le mois prochain. Je pourrais vous en parler un peu plus parce qu'il y a un peu plus de nouveautés qui sortent. Donc ici, c'est Tous des loups de R. Lavallée. On est dans on est dans le Jack London, ce genre de roman-là qui a influencé le romancier lui-même. On est dans une quête, une poursuite, une chasse à l'homme, littéralement, dans les territoires au nord. Donc, c'est vraiment deux hommes, un qui en poursuit l'autre. Je parlais souvent là, de l'écriture naturaliste, des fois dans certains polars, dans certains romans. On retrouve ça ici, vraiment. Le fameux nature writing qui semble intégrer de plus en plus le polar ou l'écriture policière. Alors ici, c'est vraiment des descriptions vraiment là, du lieu. Et bien sûr, puisqu'on est dans le Grand Nord, il y a plein d'éléments particuliers dans cette poursuite-là, dans cette quête-là. Ça vient tout juste d'arriver. Donc, je vous lis un petit extrait pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble. Dans un village isolé, inhospitalier du Nord canadien, la rumeur court. Un homme en fuite, accusé d'avoir assassiné froidement sa femme et son enfant, se terrerait dans la forêt boréale. Et le jeune policier qui s'appelle Matthew Callwood va devoir le retrouver. C'est du lourd, ça également, mais vraiment au niveau de la recherche, au niveau de l'enquête, au niveau de l'image, au niveau vraiment du roman d'extérieur, du roman nature policier. Il y a quelque chose d'intéressant dans ça. Peut-être que ça pourrait intéresser certains de vos lecteurs et certaines de vos lectrices aux éditions Fides, R. Lavallée, Tous des loups. Alors voilà, c'était petite capsule pour les polars de la salle de montre édition octobre, édition octobre 2022. J'espère que j'aurai d'autres choses à vous présenter et en fait, j'espère et je sais que pour le prochain mois de novembre, j'aurai plein de choses à vous présenter, mais déjà, il y a de la belle lecture dans tout ça. Eh bien, mon nom est Maxime Bienneau, je vous reviens le mois prochain. Entre-temps, bonne lecture.